Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve déjà très rapidement après les trophées de mi-saison. Et comme toujours, pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on est de retour à un setup plus conventionnel, moi avec une voix à la présentation, toi là, bien pour accompagner. C'est ça, moi c'est un peu... Moi c'est là, je suis là pour accompagner, j'ai ma petite voix suave. Bon, voilà, parce que j'ai envoyé, sans faire exprès, ma liste de courses à Jérôme qui me dit est-ce que c'est un remède pour une voix suave et douce. Donc, voilà, j'ai pris mon cocktail de poivron et de sirop d'érable et ça fonctionne très bien. Non, pour être totalement transparent avec vous, on enregistre ça tôt le matin. Donc autant vous dire que ça va être petite session ASMR. Voilà. Jusqu'à une petite partie de l'épisode où on saura que c'est bon. Voilà, un peu comme dans le loup-garou, le village se lève et à partir de là, on ne répond plus de rien. Allez, petit instant promo comme d'habitude. On rappelle, pour ceux qui ont l'image, ça défile en bas. Pour les autres, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, @ le front office sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est pour ne rater aucune actualité, aucune sortie d'épisode. Et on a aussi une Game Zone qui arrive, Alex. Tu vas déjà remettre le couvert en live après celui qu'on a fait dimanche matin. Donc voilà, Game Zone avec encore une fois un casting très sympa. Est-ce qu'on le détaille maintenant? Est-ce qu'on le détaille à la fin? On va le détailler maintenant. On a du coup Game Zone demain pour ceux qui écoutent l'épisode mardi, parce que du coup c'est mercredi 8 novembre, 20h31. Comme d'habitude, maintenant ça va être l'heure traditionnelle. Et on sera accompagné de Jérôme ici présent qui essaiera enfin d'aller en gagner une. Ouais. Parce que c'est toujours pas le cas. On aura le Prince, faudra que je lui demande comment on prononce, mais Prince, ça claque, de Denver Broncos France. On aura Julie de Dunkin, et avec qui il y a déjà eu une bye week. Et on aura aussi Victor de Touchdown Actu. Vous avez pu entendre notamment sur M6, enfin sur 6play, pour le commentaire de match. Gros fan des Eagles, avec un super montage de sa tête sur une photo de Jason Kelce qui arrive en promotion de l'épisode. Voilà, encore un beau casting très varié. Enfin, nous avons une dame qui va participer à la Game Zone. Assez content de pouvoir apporter un peu de mixité à tout ça, même si dans la communauté, je sais que nous sommes une majorité de j'allais dire de barbus, mais du coup, je sais pas si ça fonctionne avec tout le monde. Moi, je me suis toujours pas rasé du mois de novembre. Alors que voilà, 10 jours sans tondeuse et je ne peux pas rentrer dans tous les lieux publics sans qu'on me regarde étrangement. Ça, c'est le bonnet, ça. Ouais, exactement. Alex, je te propose qu'on fasse quand même un petit point fantasy, malgré le désastre absolu qui nous accompagne cette saison. Moi, ça s'est bien passé cette semaine. J'ai gagné mes 2 matchs. Ça fait pas des bilans brillants, mais 2 belles victoires bonnes à prendre qui me laissent en course, que ce soit donc dans la ligue des Fantasy Ballers, donc le trophée FB, ou la ligue des légendes avec les autres créateurs de contenu. Et des victoires assez larges. Ouais, moi c'est la Ligue des légendes, c'est bon là. Mentalement je lâche. Je suis en 3-6, ça me saoule. Je vais continuer. Mais quand ton équipe elle est basée sur Nakua, Kyren Williams et Cooper Kupp et que ça s'arrête de jouer côté Rams, forcément t'as un peu de mal. Mais sinon j'ai gagné sur le trophée des bowlers encore. On est 7 équipes à une victoire d'écart au top. C'est-à-dire je crois il y a 3 équipes en 6-3 et il y en a 4 en 5-4. Donc ça va être tendu la course au playoff. Mais voilà, avec notre pote Alex qui a fait les 2 derniers rewinds, on est tous les deux au 5-4, on remonte tranquillou et on va aller monter en division supérieure. C'est ambitieux, mais c'est annoncé. C'est annoncé, c'est ça. Voilà. Ils pourront, nos amis de Fantasy Ballers pourront te clipper et te repartager à la fin de l'année.
juste un truc sur la ligue du trophée Fantasy Bowlers. On a eu un nouvel arrivant qui a remplacé quelqu'un d'autre qui jouait plus. Et tout le monde dans le chat, y compris Lucho des Fantasy Bowlers, a dit ah c'est trop bien, tu vas enfin pouvoir battre Alex parce que effectivement il me jouait cette semaine-là. Bah pas contre cet individu contre qui je n'ai rien, mais contre tous les autres de la ligue. Eh ben chais parce que j'ai gagné 145 et 90. Donc, voilà, allez rentrez chez vous et mais pas mon kiki. Écoute, en fantasy, je dérive un peu, mais on a aussi une petite dynastie qu'on gère à deux où visiblement nos performances impressionnent puisque surprennent. On est passé du top pick à la draft, donc vous en doutez d'un bilan très peu glorieux à jouer le titre avec et puis avec des scores chaque semaine où ça passe. On arrive à peu près, nous, dans notre roster, à être épargnés par les blessures. Même si de temps en temps, ça nous arrangerait bien d'avoir quelques joueurs qui vont sur l'injury reserve, histoire de gérer plus facilement le roster. Ah ouais, quel enfer. Écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler des bobos, Alex. Je te propose que l'on attaque le rewind de la semaine. Rewind of the week. Back. He's gonna fumble the football. Et pour attaquer ce retour sur la semaine 9, on va commencer à parler de nos matchs préférés, ceux sur lesquels nous sommes particulièrement arrêtés cette semaine. Alex, quel est ton match? C'est le tien. Donc je vais parler rapidement d'un autre match. Je parlais du match entre les Eagles et les Cowboys, qui a encore vu une victoire des Eagles 28-23 cette fois-ci chez eux contre Dallas. Les Eagles qui passent en 8-1 et les Cowboys qui sont en 5-3. Cowboys qui étaient sur une bonne dynamique. Enfin, ils avaient gagné, ils avaient explosé les Rams la semaine dernière. On a pu voir qu'au final, battre les Rams, c'était un peu à la portée de tout le monde, puisqu'ils ont perdu 23, je crois, si mes souvenirs sont bons, contre les Packers. Donc, voilà, mais tout de même, c'était quand même un beau statement win. Et on se disait, il y a peut-être quelque chose à faire là, maintenant, contre ces Eagles, sachant que si tu gagnes, t'es en 6-2, ils seraient en 7-2, derrière ils sont en bas, et tu peux gagner, tu peux revenir. Il y avait vraiment un truc à faire. Et le match était assez serré, mais ensuite il y a eu le troisième quart-temps où ça a pas très bien fonctionné côté Cowboys. Les Eagles ont eu 2 drives, ils ont mis 2 touchdowns, ils ont été très longs, pendant que dans le même temps il y a eu un punt et un turnover on downs au bout de 14 plays, 64 yards. Tu perds sur un fumble à la fin de match. Bon, dommage. Mais voilà, les Eagles, moi, ça y est, ils commencent à m'impressionner. J'ai un peu du mal avec les Eagles de toute manière, mais là, quand même, bon, tu gagnes 8 matchs, t'en perds qu'un seul, tu perds en plus contre les Jets, c'est un peu une anomalie. Même si les Jets, pour en reparler, mais ils sont pas non plus dans un bilan absolument catastrophique. Donc, voilà. Mais voilà, tu perds que contre les Jets, mais j'ai pas tout leur calendrier en tête, mais tu bats les Cowboys, tu bats les Dolphins, tu bats les Commanders 2 fois dans des matchs compliqués. Tu montres quand même que t'arrives à avoir un peu t'arrives à t'en sortir, quoi, dans tous tes matchs. Donc, voilà, ce match-là était plutôt plaisant à regarder avec des touchdowns un peu partout. J. Brown qui continue de faire un gros match, mais qui arrête sa série de matchs à 125 yards. Il fait que 66 yards pour cette réception, 66 yards et un touchdown. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un match qui était plutôt cool, surtout du côté offensif, parce qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs défensives. Il n'y a pas eu trop d'énormes plays défensifs à mon humble avis. Donc voilà, 2 turnover and downs quand même côté Eagles, arrêtés par les Eagles. Ouais. Et donc voilà, c'est un match sympa. Bah écoute, pour être transparent avec toi, j'ai failli mettre les Cowboys en flop à cause du dernier drive. Ouais. Parce que quand même, pour ceux qui auraient pas vu le match, ils sont en first and goal à 6 yards de la ligne avec 27 secondes restantes. Et ils enchaînent. Un false start, un sac,
une passe incomplète, un delay of game, et du coup après ils sont trop short pour la goal line sur le dernier play. En fait, t'as pas le droit de... Il y a un fumble sur le dernier play aussi. Ouais, t'as pas le droit d'aussi mal gérer comme ça la dernière possession, genre. Tu t'es rendu le match à peu près ok. Encore une fois, les Eagles, ils profitent aussi des erreurs des Cowboys et tu vois, au bout d'un moment, on est obligé de reconnaître que les Eagles, ils maîtrisent leur sujet, ils ont un peu de marche sur tout le monde et c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas impressionnants. Mais ça, ils sont même pas au max encore et les Cowboys, ils arrivent pas à prendre cette fenêtre de tir, genre ultra compliqué pour le moment où tu vas jouer des matchs serrés. Comme tu le dis, tu ralentis bien Edgy Brown, mais même quand tu le ralentis, derrière c'est Devonta Smith qui te fait mal aussi, lui il te fait quand même mal. Et puis ouais, c'est laisser passer une opportunité comme ça dans la division, heureusement que la NFC est faible, quoi. Je crois que tu Oui, t'es... clairement. Écoute, vu que tu voulais aussi parler de mon match, je te propose pareil que sur le mien, on fasse un échange, puisque je suis assez d'accord, c'était le match le plus intéressant de la semaine. La défaite des Bucks, 37-39 sur le terrain des Texans. Les Texans qui passent en 4-4, les Bucks en 3-5. Ouais, très clairement, quand on avait fait le 2-minute warning, je me rappelle très bien avoir dit, c'est un match où, à mon avis, il y aura des gros enseignements des deux côtés, et ça, c'était bien senti. Parce que là, CJ Stroud, wow, le mec, je crois que ton petit prono joueur offensif de l'année, il vient de le valider, il l'a validé dans les heures qu'on suivit ta démonstration. Hein. Rookie Offensif, pardon. Joueur offensif, va falloir qu'il continue encore un peu, mais Ouais, et franchement, même dans joueur offensif, le mec ferait pas tâche tellement qu'il est en train de sortir une saison rookie de mammouth. Il efface des records posés par d'autres rookies ultra talentueux. Le mec, il vient, il dit, bah, oui, bien sûr, ça fait 9 matchs que je suis là, je suis un franchise quarterback, et nous allons pouvoir construire là-dessus. Je pense que personne pouvait miser sur des Texans en 4-4 après 9 matchs et la bye week, quoi. non. Même si, écoutez la preview de division d'avant-saison, j'avais annoncé que les Texans feraient un meilleur bilan que les Colts. Alors, c'est pas fait et les Colts ont perdu leur QB, mais ça, tu l'avais vu venir. Ouais, je pense que je les avais même mis devant les Titans, mais c'est bien parti. Non, franchement, ces Texans, ils sont ultra impressionnants. Ouais. Pour une équipe aussi jeune, hein. Attention, c'est pas impressionnant comme les Eagles, mais c'est hyper beau à voir, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Il y a une distribution du ballon. Moi, j'aime beaucoup quand je vois 5 touchdowns à 4 personnes différentes. 3 receveurs à plus de 100 yards, 2 receveurs à plus de 10 targets, 3 à plus de 6 réceptions. C'est beau. Et en plus de ça, t'as 2 kickers qui mettent des points. Ka'imi Fairbairn qui est le kicker attitré et qui s'est blessé. Et du coup, c'est Dare Ogunbowale, un running back qui a mis un field goal, qui aurait pu être le field goal de la game, mais derrière il y a eu un touchdown et un autre touchdown. Et au final, c'est ça qui les fait gagner quand même, parce qu'ils gagnent de 2 points et ils ont un field goal d'un running back qui est mis. Ouais, non, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'était un match offensif, hein, par contre, hein, défensivement. Oui. Ouais, mais tu vois, des deux côtés, t'as des défenses qui sont pas horribles sur le papier, qui depuis le début de saison sont pas horribles sur le terrain. Là, c'est clairement un match où tu peux te dire, ouais, l'attaque a pris le dessus, mais du coup, ça en donne un match que plus spectaculaire, tu vois, ça fait pas partie de ces défenses qui se font ouvrir toutes les semaines. Genre, c'est des équipes qui sont d'habitude solides, donc ça monte encore la performance, surtout que Baker Mayfield, 2 TD, pas de perte de balle, CJ Stroud, 5 TD, pas de perte de balle, match hyper propre, avec des philosophies différentes, hein. Les Texans, ils ont pas réussi à poser le jeu au sol avec Singletary. En face, en face, ça a été dur de trouver Chris Godwin. Il a été ciblé, je crois, 6 ou 7 fois. Il a été trouvé que 2 fois. Mais 6-2. Mais Mayfield fait quand même 265 yards et Rachaad White, enfin,
rentabilise son usage, lui qui est un des running backs les plus sur le terrain depuis le début de la saison. Là, il fait plus de 100 yards cumulés. Non, franchement, beau match des deux côtés. Alors, les Bucks qui passent en 3-5, ça leur complique clairement la vie, même si la division, elle est loin d'être finie. Par contre, les Texans vont faire partie de ces équipes qui n'iront probablement pas en playoff, mais qui vont lutter jusqu'à la fin. Ouais, clairement. Et je pense que c'est très bien pour eux de ne pas tanker et de vraiment jouer la saison comme si t'avais envie de tout gagner et de voir où est-ce que ça te mène, d'identifier tes manques. Genre, clairement, là, la construction, elle est très très bien. Moi, j'adorais cette défense l'année dernière. Hein. Je l'avais dit et redit, malgré cette saison en 3 victoires. Je crois qu'il y avait eu beaucoup de défaites de moins de 7 points. Énormément. Avec déjà un coaching qui en défense me plaisait. Là, t'as rajouté CJ Stroud et Tank Dell dans les armes offensives. Non, franchement, cette équipe des Texans, ça bosse bien. Hein. Ouais, mais là, en plus, ils sont en 4-4. Les playoffs, c'est en 5-3. Donc, t'es une victoire contre une de ces équipes d'aller en playoff. Je pense pas que ce soit il y ait de si grosses chances que ça de ne pas les faire. Hein. Je pense que tu peux les faire avec un peu de chance, mais faut une petite chute de l'AFC Nord, là, par contre, parce qu'ils sont en train de prendre toutes les places de playoff en wildcard pour l'instant. Ouais, mais bon, j'allais en parler. Les Texans sont dans une division où c'est peut-être plus facile d'aller chercher des victoires qu'en AFC Nord où ils vont un peu se grignoter entre eux. Ouais, très probable. Parce que bon, l'AFC Nord, au bout d'un moment, il va quand même pas y avoir 4 équipes en playoff. Je pense qu'il y en a une qui va chuter, laquelle à vous de voir. J'ai une idée aussi, mais j'ai pas envie de vexer les fans des Steelers. Et alors que voilà, je pense que du côté Texans, il y a une carte à jouer. Ouais. Donc voilà, match très très intéressant, match qui nous a vachement plu, et il y a moyen qu'on se fasse plaisir avec ces Texans jusqu'à la fin de la saison. Alex, on parlait AFC Nord, je vais te laisser parler de ta top team. Ma top team, ouais, c'est les Bengals qui depuis qu'on est en octobre, par le match contre les Titans, qui c'était le premier, donc ça compte pas. On décidait de commencer à vraiment jouer. Ils ont battu les Cards 34-20. C'était un match, on se disait, ça peut être un match piège. Ils l'ont gagné. Ils ont battu les Seahawks, match compliqué. 17-13. Ils ont battu les Niners, 31-17. Là, ils viennent de battre les Bills. Alors, ils ont la chance d'affronter des Bills à peu près dans un même état mental que quand ils affrontent les Niners, c'est-à-dire des défaites consécutives, on sait pas trop si on peut gagner face à des gros, etc. Mais là, les Bengals, ils commencent à être très très forts. On a beaucoup tapé sur eux, on a beaucoup tapé sur Zach Taylor. Ouais. Force est de constater que comme chaque année, ça se réveille à partir du mois d'octobre et ça risque d'être difficilement jouable parce que là, ils sont à 2 victoires des Ravens qui vont être en bye en semaine 13 ou 14, mais 13, ouais. Les Bengals ont passé la leur. Techniquement, s'ils gagnent tous leurs matchs là jusqu'à la fin de la saison, ils auront forcément la place, parce qu'ils, même si les Ravens gagnent tout sauf le match des Bengals, avec le tiebreaker, ça te fait passer devant. Donc voilà, ces Bengals là, ils sont assez impressionnants, je trouve. Et voilà, je voulais le noter. Et j'ai en profité pour faire une micro flop team sur les Bills qui commence à m'inquiéter sérieusement. Ouais. J'en parlerai peut-être en fait à un autre moment, parce que dans mon fumble, ils iront bien avec mon fumble. Écoute, c'est tout ce que t'as dit est partagé. Moi, ces Bengals, leur montée en puissance, j'avoue qu'elle me fait un peu flipper, quoi. Avec cette fameuse stat de Joe Burrow qui réussit hyper bien contre les top QB de la ligue en plus, donc. Il est trop fort. Ouais. Quand il est pas blessé, il est vraiment très fort. Écoute, une fois n'est pas coutume, tu l'as dit, on a beaucoup tapé sur les Bengals, là c'est sur ta top team, on va continuer dans ce thème-là, puisque ma top team est probablement l'équipe sur laquelle j'ai le plus tapé depuis la création de ce podcast. Si on fait des stats, à mon avis, ça doit se disputer avec les Broncos. Les Vikings, alors, ils sont allés gagner un match contre un adversaire abordable pour plein d'équipes, hein. Ils ont battu les Falcons 31-18 sur leur terrain.
au-delà de la victoire, au-delà du bilan comptable, ils ont enfin une défense ultra cohérente. Alors oui, ils prennent 28 points contre les Falcons, mais je trouve ça hyper bien coaché quand même. Je trouve qu'il y a enfin des joueurs qui arrivent à faire des plays quand il le faut, et ça c'est ultra important. Et surtout en attaque, on parle d'une équipe qui a perdu Justin Jefferson, qui devrait revenir, mais on sait pas exactement quand. Qui a perdu Kirk Cousins pour la saison. Qui a vu Cam Akers avoir son tendon d'Achille qui lâche. Et à chaque fois, le mec d'après était là, était prêt à prendre le relais. Là, Joshua Dobbs, ils viennent de le récupérer dans un trade. Il était pas censé jouer. Jaren Hall s'est blessé, commotion. Dobbs rentre et il fait ce qu'il a réussi à faire depuis le début de la saison, des plays ultra électriques. Alors oui, il y a des erreurs dans le lot, mais c'est un joueur qui arrive à faire bouger les lignes. Il a l'air, même si c'est des images qui sont communiquées et que du coup moi je plonge dedans, mais ça a l'air d'être le genre de coéquipier qui est ultra apprécié par les mecs autour de lui. On sent que le gars, juste, il kiffe ce qu'il fait, et ça a apporté une hyper bonne énergie chez ces Vikings. En plus de ça, pour revenir au jeu, Addison, vraiment impressionnant. En l'absence de Jefferson, il prend vraiment ce relais. J'avais un peu des doutes sur sa capacité à s'élever encore après un énorme début de saison, mais je suis vraiment impressionné. Franchement, tu le mets dans certaines équipes, notamment les Pats, genre c'est un receveur 1, quoi. Ouais, facile. Donc là, écoute, si Dobbs il prend ce poste de titulaire, que Jefferson revient dans pas trop longtemps, on parle d'une équipe qui a basculé sur un bilan positif, alors qu'on l'attendait pas du tout. Bah bon, bravo les Vikings, quoi. Ils sont en 5-4. La division n'est pas finie, même si les Lions sont un petit temps d'avance. En NFC, il y a même moyen, si tu gagnes pas la division, quand t'es en positif, d'avoir un spot de wildcard. Et j'aurais pas misé un centime sur les Vikings cette saison. Donc Pour bravo. l'instant, ils y sont. Voilà. Ils y sont en wildcard. Pour l'instant, ils sont 7e, donc ils affronteraient les Lions. Si ça s'arrêtait tout de suite, la saison. Jouable quand tu vois ce qu'ils donnent depuis le début de la saison. En tout cas, ils ont le droit de rêver. Vraiment, l'arrivée d'un coach défensif, ça change tout, quoi. Là, cette équipe-là, en fait, c'est limite dommage qu'elle ait une défense aussi forte que maintenant, puisque t'es pas au moment où l'attaque est à son summum, mais... Ouais, c'est ça. Donc voilà, les Vikings pour moi. Alex, on va passer au flop team, et je te laisse la main. Ouais, moi je vais parler des Seahawks, parce que les Seahawks, on s'attendait à un beau match contre les Ravens, au final, bah tu perds 37-3. T'as rien montré du tout. Offensivement, déjà, après, défensivement un petit peu plus, notamment au début de match, où c'était un peu compliqué pour les Ravens d'avancer. Au moment où ils ont commencé à avancer, voilà, il y a eu quand même 2 fumbles de la défense, récupérés par la défense des Seahawks, mais quand ton attaque elle fonctionne pas, bah t'arrives à rien, surtout que donne des chances aux Ravens d'avancer. À un moment, ils vont pas trop te laisser d'espoir. On a vu 2 touchdowns de Gus Edwards, on a vu une révélation, Michael Keaton Mitchell, et enfin voilà, mec, 9 portées, 138 yards, un touchdown. Et tout ça pour dire que ouais, les Seahawks, ça a rien fait au niveau de la course, il s'est rien passé au niveau de la réception, il s'est quasiment rien passé. Et Smith Njigba qui a fait quelque chose, mais à part ça, rien du tout. Une grosse réception de Metcalf, défensivement. Et je crois qu'il y a eu un seul sac sur le match entier, ce qui est nul. Un seul field goal. Voilà, le seul truc où je suis content, et c'est aussi pour ça que je les mets en flop team, c'est que Gino a fait sa passe à Gino. Et ça, je l'avais annoncé lors du preview, que Gino Smith allait être intercepté par Gino Stone. Et ça s'est passé. Voilà. Donc, Nostradamus, ici présent. T'as pu cocher ton bingo red zone. C'est ça. Mais il va falloir que j'en fasse plus souvent. Je vais voir si je peux pas mettre un bingo red zone en place sur Insta. Ouais, non, franchement, les Seahawks, y a pas eu match, quoi. Très décevant. Écoute, de mon côté,
match dont on n'attendait rien et où j'ai quand même réussi à être déçu. Non, pas sur le match. Sur les Rams, je suis d'accord, mais pas le match. Non, si, j'ai été déçu du match entier les Rams qui ont perdu 20-3 face aux Packers. Déjà un match à 23 points en cumulé avec pas de points dans le premier quart-temps. C'est chaud. Entre deux équipes de merde, très clairement, en termes de jeu, ça a rien donné. Les Rams, malheureusement, qui étaient privés de Matthew Stafford, mais t'as plus le droit en NFL maintenant d'avoir un gap aussi énorme entre ton titulaire et ton remplaçant, quand ton titulaire n'est pas un top 5, top 7 QB de la ligue. Hein. J'adore Stafford, mais si t'arrives pas à avoir un backup qui saute un peu dans ses chaussures, en fait, à quoi ça sert d'avoir des armes autour? Donc t'inscris que 3 points contre une équipe des Packers qui franchement n'est pas terrorisante depuis le début de la saison. C'est très simple, il y a rien eu sur ce match. Hein. Au sol, ça a pas avancé. Ils ont cumulé 66 yards en 26 portées si on cumule tous les joueurs qui ont eu un ballon. Brett Rypien, il a rien lancé. Il a lancé pour 130 yards, pas de TD, une interception. Du coup, avec ça, t'as forcément des receveurs qui sont privés de ballon. Donc t'as des armes comme Cooper Kupp et Puka Nacua qui servent à rien, quoi, quand t'as un QB qui peut pas lancer. Je pense que si Stafford ne revient pas, le reste de la saison va être un long chemin de croix. Et je pense que j'en parle maintenant parce qu'à mon avis, les Rams, on va pas beaucoup en reparler. Ça m'étonnerait qu'ils aient gagné encore beaucoup de matchs sans Stafford, du coup, ils seront rarement en top team. Les autres qui vont les battre, ce sera rarement grâce à des prestations qui sortent de l'ordinaire. Donc, voilà. Non, mais je te rejoins, le match était chiant. Je t'ai annoncé pendant la preview, on se disait on va pouvoir mixer entre la fin de la prolongation de Rams Packers et le début de c'était quoi Giants Riders. Et au final, quand tu regardes le début de match, je me suis dit ah ouais, ça va vraiment finir en 6-6 à la mi-temps, enfin au 6-6 en fin de match et tout. Heureusement, il y a eu un peu d'action en fin de match qui fait en sorte que le score est un peu plus grand, mais c'est vrai que ce match-là était loin d'être fou. Ouais, très clairement. Écoute, Alex, tu as parlé du match qui suivait celui-ci, qui le chevauchait. Ton trick play justement sur l'une de ces équipes qu'on n'attendait pas. Ouais. Bah non, je m'attendais pas à ce que les Riders démarrent le match en 30-0. Je crois que c'est 30-0. Ouais, c'est beaucoup à rien du tout. Bon. 27-0, ils ont commencé. Ils étaient à la mi-temps à 24-0. Qu'est-ce que c'est que ça? Riders ont décidé ils se sont dit, attends, c'est quoi nos forces? On n'a pas de QB. On n'a pas un bon running back? Si. Ah bah, on va lui donner la balle 25 fois. Voilà. Ils ont donné la balle 26 fois à Josh Jacobs, alors que Aiden O'Connell a lancé 25 fois. 209 yards, hein, pas d'interception. Tu distribues la balle entre Trey Tucker, qui est un rookie, si mes souvenirs sont bons, Jacoby Myers et Davante Adams réellement. Il n'y a pas de grosses performances monstrueuses du côté receveur, mais t'as enfin compris que voilà, donne la balle à Jacobs, désigne des plays un peu plus pour lui. Bon, après t'es bien aidé par le fait que côté Giants il se passe rien du tout et que t'as enfin pu voir réellement qui était Danny DeVito, qui va démarrer le match de la semaine prochaine. Donc voilà, ces Riders là, ils m'ont surpris, ils ont gagné un match, ils sont en 4-5, c'est ça aussi, le bilan me surprend. J'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nuls que ça pour avoir viré ton coach en soir d'Halloween. Enfin, tu sais, dans mon imaginaire, ils étaient en 2-6. Maintenant, ils étaient en 3-5. Et là, ils sont en 4-5. C'est bien. J'espère que le nouveau head coach va être un bon head coach et qu'il arrivera à faire quelque chose. Et que s'il arrive à faire quelque chose, surtout, ils vont pas le remplacer pour un semi-hot head coaching candidat et qui vont enfin avoir un peu de continuité dans cette équipe-là qu'on a clairement besoin. Ouais. Voilà. Écoute, 100% d'accord avec toi. Je suis content. Ouais, ça méritait pas une top team parce qu'il y avait rien en face, mais c'était bien de le souligner. Exactement. Écoute, moi, je vais sur quelque chose de plus généraliste, en trick play, je mets le suspense dans les divisions. Parce que, globalement, en dehors de l'AFC West et désormais de la NFC Est,
il n'y a pas de division où tu peux te dire, ok, c'est terminé, on connaît le vainqueur. Si tu vas en AFC Est, les Dolphins n'ont qu'une victoire d'avance sur les Bills, et franchement, vu l'état des deux équipes, c'est pas dingue. Même les Jets, malgré leur défaite contre les Chargers, sont encore dans la course. L'AFC Nord, on en a assez parlé, mais t'as les Ravens en 2 défaites, toutes les autres équipes en 3 défaites. Le classement peut encore être totalement différent. Les Texans sont qu'à 2 victoires des Jaguars. Alors, c'est un certain avantage pour les Jaguars, mais rien de définitif. Les Vikings sont pareil, restent un peu dans les traces des Lions. T'es pas à l'abri de pouvoir les surprendre. La NFC South, on le sait, c'est un peu malheureusement la poubelle de la ligue. T'as aucune équipe qui tabasse les autres. Et même la NFC West, on attendait des Niners vraiment dominants. Au final, les Seahawks ont le même bilan. Donc voilà, ce suspense un peu épargné qui nous permet d'avoir de l'intérêt déjà à cette mi-saison passée, je suis assez content. T'as bien raison. C'est vrai que il y a des divisions qui paraissaient un peu, comment dire, on savait allaient être compliquées. AFC Est, au final, pour différentes raisons, c'est un peu plus dur. AFC Nord, on le savait. AFC Sud, au final, c'est pas tant que ça, mais voilà. AFC Ouest, on se doutait aussi que les Chiefs allaient être trop devant. Et t'as raison que, voilà, c'est intéressant de voir des équipes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et dont on n'attendait pas forcément. Même tu vois, il va y avoir sûrement une bataille pour une place de wildcard entre Cowboys, Commanders, Vikings. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ah oui, quand tu cites les équipes, oui, c'est impressionnant. Je pourrais même rajouter les Falcons dans cette liste-là. Ouais. Alex, justement, je parlais division. Toi, t'as un fumble qui concerne ton équipe favorite et un peu les équipes de sa div. Ouais, le fumble, moi, c'est pour les Dolphins face aux grosses équipes parce que on l'a déjà vu que les Dolphins, c'est comment dire, c'est Robin des Bois inversé. Ça prend les victoires aux pauvres et ça les donne aux riches. Parce que faut que je retrouve la stat que je me suis créée tout seul en allant chercher tous les bilans à la mano. Enfin, c'est assez un catastrophe. Voilà. Ils ont battu les Chargers qui, au moment où j'avais fait le truc, étaient en 3-4, les Patriots 2 fois qui sont en 2-6, les Broncos 3-5, Giants 2-7, Panthers 1-7. En gros, le bilan cumulé de ces équipes-là au moment où j'avais fait, c'était 13-33. Par contre, ils ont perdu contre les Bills, qui étaient en 5-3, les Eagles en 7-1 et les Chiefs en 6-2. Donc 18-6 en bilan cumulé pour les équipes qui tu perds. Voilà, c'est les Emmanuel Macron de la NFL, pour faire un peu de politique. J'avais une autre comparaison, j'allais dire, c'est Zlatan Ibrahimovic de la NFL, ça met des quadruplés contre l'Orient, et puis une fois en Ligue des Champions, on le voit plus. C'est un peu ça. Mais voilà, non, c'était plus pour ma blague de ça prend aux pauvres, ça donne aux riches. Mais voilà, c'est les Dolphins, c'est un peu le cas aussi des Bills, qui ont extrêmement du mal face aux grosses équipes, mais qui ont aussi du mal face aux petites équipes. Mais c'est vrai que les Bills, on commence à être un peu, je pense, unanime au sein de la ligue et des suiveurs de la ligue que les Bills, c'est bien, mais c'est pas non plus. Enfin, personne ne les voit gagner le Super Bowl, quoi. Alors que les Dolphins, t'as quand même encore un espoir de, si, pourquoi pas, si la défense se met. Oui. Les Bills, plus personne n'y croit, j'ai l'impression. Mais les Dolphins, là, ça commence à être un peu inquiétant. Chaque fois que t'as une équipe compliquée de perdre. Ouais, disons que les Dolphins, va falloir se décomplexer contre une grosse team, avoir une belle victoire statement, et puis c'est ça. Et puis espérer pour la suite. Écoute, je vais conclure avec mon fumble. Encore une fois, les grosses blessures. J'en ai marre d'en parler toutes les semaines, mais c'est tellement impactant. Vraiment, c'est un Survivor. C'est une sorte de Koh-Lanta où les mecs, au lieu de les emmener sur une île parallèle pour les faire voter lors d'un conseil final, on leur casse un bras ou une jambe. Comme je le disais tout à l'heure, Hackers qui s'est pété rupture du tendon, Daniel Jones, les ligaments croisés, out pour la saison, Dallas Goedert, visiblement une fracture du bras.
il devrait aller sur l'injury reserve. Josh Palmer out pour la saison, enfin. Darren Waller aussi qui est allé sur l'injury reserve juste avant le début de la semaine. Oui, c'est vrai, qui devrait rejouer cette saison, mais je suis même pas sûr qu'ils vont prendre le risque les Giants, donc voilà. Encore une fois, une liste de blessures qui permet de voir un renouvellement dans les rosters et de permettre à d'autres joueurs de gagner éventuellement des contrats, mais qui ne fait pas plaisir à voir. Alex, je te propose qu'on se projette déjà sur la semaine 10 avec le Thursday Night Football. Et quelle affiche exceptionnelle que nous propose la NFL, puisque les Panthers en 1-7 vont sur le terrain des Bears en 2-7. Alex, j'espère que tu seras devant ce match dans la nuit de jeudi à vendredi, prêt à nous faire un live tweet. Si je fais une insomnie, je regarderai autre chose. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Vraiment, je comprends la NFL qui veut nous faire vibrer avec du storytelling autour du trade de la dernière intersaison. Très clairement, c'est un peu la seule storyline de ce match. Pour expliquer le trade, pour ceux qui se sont nouveaux sur la NFL, les Bears avaient le choix numéro 1 de la draft parce qu'ils avaient le pire bilan. Les Panthers avaient le choix 9. Ils ont décidé de monter en 1 pour aller chercher Bryce Young, et dans l'histoire, ils ont donné le pick numéro 9, ils ont donné leur premier tour de l'année prochaine, et ils ont donné DJ Moore notamment, en plus quelques petites bricoles par-ci par-là. Ouais. Voilà un peu l'étendue du trade. Ça a été un trade, comme on peut le voir, qui a été gagnant pour les deux équipes, puisque les Panthers sont en 1-7 et que les Bears, ils sont en 1-7 ou en 1-8 d'ailleurs, les Panthers? 1-7, je crois. Ils ont eu leur bye, non? Ah ouais? Ouais, bye en week 7. Ouais. Ok. Donc en 1-7, ouais. Voilà, 1-7 pour les Panthers, les Bears en 2-7, donc évidemment c'est splendide. Écoute, ce match, il y a encore une fois un enjeu éventuellement de tanking. Peut-être que les deux équipes auront envie de perdre, même si les Bears n'en ont pas trop d'intérêt. Les Bears ont plus intérêt que les Panthers à perdre, parce que les Panthers n'ont pas leur premier tour. Donc moi je suis les Bears, j'ai envie de gagner pour que les Panthers aient le pire bilan possible de la ligue et que je récupère leur premier pick. Mais vu qu'ils sont mauvais aussi... Ouais. Après, les Bears auront l'avantage de voir le retour normalement de Justin Fields en titulaire, ce qui fera pas de mal, parce que Taylor Bagent c'est pas mal, mais c'est pas mal au niveau des Bears, quoi. Donc autant dire que c'est 40e QB de la ligue, j'ai envie de dire. Il ferait du bien par contre aux Rams à la place de Brett Rypien. Mais c'est pas un match qui fait nécessairement rêver du tout. Ouais. Ça va être mais je pense qu'il peut y avoir des points, parce que l'attaque des Panthers commence à tourner de mieux en mieux. C'est la défense qui est cata, et l'attaque des Bears peut bien fonctionner éventuellement si Justin Fields est là. Je serais pas surpris d'une grosse victoire des Bears. Si je vais faire un prono, moi ce serait victoire des Bears. Et parce que défensivement, pour moi, ils sont bien meilleurs que les Panthers aujourd'hui. L'ajout de Montez Sweat va faire en sorte que ce soit vraiment une bonne équipe au sein de la ligue. J'ai pas regardé le nombre de snaps qu'il a joué Montez Sweat contre les Saints, je sais même pas s'il en a joué un. C'est pas quelque chose que j'ai regardé particulièrement, mais je pense si il a joué. Ouais, il a joué. Il a joué, voilà, 2 tacles, c'est pas énorme, mais là il a le temps un peu plus de se préparer, même si c'est un Thursday night. Ça fera du coup 10 jours qu'il sera dans l'équipe. Voilà, je pense que l'attaque est meilleure, la défense est meilleure, donc et DJ Moore aura envie de les fumer. Donc je m'attends à une belle victoire de la part des Chicago Bears. Écoute, je trouve que tu as été assez complet sur le détail du match pour un match que tu n'as pas envie de voir. Du coup, j'ai juste donné mon prono et je suis d'accord. Je partirai aussi sur les Bears. Très bien. Alex, on a fait le tour de la semaine 9, on a déjà introduit tranquillement la semaine 10. On rappelle Game Zone. Du coup, si vous nous écoutez mardi, demain soir, 20h31. 20h31. Pour être très très précis, ce sera donc pour ceux qui s'en rappellent pas, je participerai.
C'est ça. Il y aura Julie Denkin, il y aura le community manager Denver Broncos France, et il y aura également Victor de Touchdown Actu et de Fly Podcast Fly. Voilà. Donc, un beau casting. On est assez content. Je trouve que les castings de cette émission sont top chaque semaine. Je suis content de ce qui est mis en place. Maintenant, il faut que je renouvelle un peu des jeux. J'ai l'impression que voilà, pour vous, ceux qui n'ont pas regardé celui de la dernière fois, allez-y, regardez-le. On verra si on peut vous mettre le lien en description. Et voilà, donc, on va essayer de faire sur à peu près le même format avec un petit fil rouge qui a plutôt pas mal fonctionné. Ouais, voilà. Et de faire en sorte que Jérôme perde à la fin. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, nous dire ce que vous avez particulièrement kiffé ou moins kiffé en tant que viewer, et comme ça, voilà, on va continuer à s'amuser avec ce rendez-vous mensuel. C'est ça. Et si vous avez des petites pépites que vous avez vues sur le Bon Coin, sur Amazon et tout, envoyez-les nous et on pourra les mettre dans le juste prix. Enfin, envoyez-les à Alex, parce que le mieux c'est que je vois pas le prix, vu que c'est vrai. Envoyez-les-moi. Voilà. Du coup, Alex, on se retrouve mercredi pour cette Game Zone. Je rappelle les réseaux sociaux @lefrontoffice, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Game Zone mercredi, preview de la semaine 10 vendredi. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et vive le football.